Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, nous nous plongeons dans le roman Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, un roman dystopique qui explore comment la technologie, la procréation et la manipulation psychologique permettent à l'État d'exercer un contrôle total sur la société. En confrontant ce monde fictif à notre réalité actuelle, la question est la suivante dans cette vidéo. À quel point ce monde dystopique imaginé par Aldous Huxley résonne-t-il avec notre époque ? Avant de commencer une quelconque comparaison ou analyse, je vais d'abord vous résumer dans les grandes lignes le roman d'Aldous Huxley. Dans Le meilleur des mondes, Huxley nous transporte dans une société futuriste où la stabilité est assurée au prix d'une totale déshumanisation. Les individus naissent en laboratoire grâce au procédé Bokanovsky, une technique qui permet de produire des dizaines de jumeaux identiques, tous prédestinés à des rôles spécifiques. L'État contrôle tous les aspects de la vie, de la naissance à la mort, et maintient l'ordre grâce à un conditionnement intense et à une drogue, le soma, qui efface toute tristesse ou malaise. Dans ce monde, il n'y a pas de famille, pas d'amour exclusif, ni de place pour les émotions intenses. Les enfants sont élevés par des centres de conditionnement, et les sentiments comme l'amour et la jalousie sont éradiqués car jugés perturbateurs. Le slogan « Chacun appartient à tout le monde » est la norme, bannissant la monogamie et limitant les attachements personnels. La société semble parfaite, mais elle a un coût. Chaque individu est une pièce standardisée et contrôlée, privée de liberté et de choix personnels. Dans ce monde, Bernard Marx, un individu qui commence à questionner les valeurs de sa société, rencontre John, un sauvage ayant grandi en dehors de cette société contrôlée. À travers le regard de John, Huxley nous fait voir l'horreur de ce monde sans humanité ni liberté, révélant les limites de cette quête de perfection absolue. Alors passons maintenant à la comparaison entre ce que nous conte Huxley dans son roman et le monde tel que nous le connaissons actuellement. Premier point de comparaison, la technologie de procréation, de la science-fiction à la réalité. Dans Le meilleur des mondes, Huxley décrit un monde où la procréation est complètement détachée du corps humain. Les bébés sont créés en laboratoire à l'image d'une production en série pour former des groupes de jumeaux clonés. La procréation est un acte technologique hors du corps des femmes, supprimant ainsi toute attache maternelle. Aujourd'hui, avec le développement de technologies comme la PMA, la GPA et même les recherches autour des utérus artificiels, on observe une évolution vers une procréation technicisée. Certains courants féministes soutiennent d'ailleurs cette émancipation reproductive pour libérer les femmes de la maternité biologique. Certes, notre monde n'a pas encore atteint le stade où les individus sont produits en série et conditionnés, mais on voit une tendance où la technologie redéfinit le concept même de naissance. Point de comparaison numéro 2. Le procédé Bokanovsky et l'uniformisation biologique. L'un des éléments clés du meilleur des mondes est le procédé Bokanovsky. C'est une méthode de division d'embryons permettant de créer jusqu'à 96 jumeaux identiques. Huxley imagine une société qui contrôle la démographie, la structure sociale et même la paix sociale en répartissant des groupes d'individus identiques dans les mêmes environnements de travail et de vie. Le but, éviter tout conflit et maintenir un équilibre parfait. Dans notre monde, bien que la biologie de masse ne soit pas encore une réalité, les gouvernements et les entreprises utilisent les sciences sociales et la technologie pour standardiser et modeler les comportements humains. Par exemple, les tests psychométriques en entreprise, les algorithmes qui orientent nos choix sur les réseaux sociaux et même certaines campagnes de publicité cherchent à modeler un comportement idéal. Cela ne passe pas par des clones, mais par des méthodes de conditionnement social. L'objectif reste le même. Réduire les écarts individuels et créer une harmonie sociale, parfois au prix de la diversité. Point de comparaison numéro 3. Le conditionnement social par l'éducation et l'hypnose. Dans la société de Huxley, chaque individu est conditionné dès la naissance, non seulement par des manipulations biologiques, mais aussi par des techniques d'hypnose mentale. Les classes inférieures, par exemple, sont conditionnés à détester la nature et la lecture via des punitions légères subies pendant l'enfance, comme une électrocution lorsqu'ils s'approchent d'un livre ou d'une rose. Ce conditionnement est crucial pour garantir que chacun aime sa condition sociale, aime la condition sociale qui lui est assignée dès la naissance. En réalité, on observe aujourd'hui des formes subtiles de conditionnement.
L'éducation scolaire, qui tend parfois à former des travailleurs plutôt que des esprits libres, la publicité omniprésente qui incite à consommer plutôt qu'à réfléchir, et la culture de l'instantanéité. Tout comme les classes inférieures dans le roman sont poussées à consommer pour le bien de la collectivité, nos sociétés modernes valorisent la consommation et le divertissement constant. De plus, les algorithmes sur les réseaux sociaux renforcent nos habitudes, nous exposant davantage à ce que nous consommons déjà pour maintenir notre attention captée et ainsi renforcer des habitudes de pensée et de consommation. Point de comparaison numéro 4. La dévalorisation de la famille, de la parentalité et de l'amour exclusif. Dans le meilleur des mondes, la structure familiale est perçue comme obsolète et même dangereuse. Les enfants sont élevés par des centres d'État, les notions de mère et de père sont supprimées, et l'idée même de famille est dévalorisée. L'amour exclusif est également banni, avec le slogan « Chacun appartient à tout le monde ». La monogamie et les sentiments exclusifs sont perçus comme des obstacles à la stabilité sociale, car ils peuvent engendrer la jalousie, la colère, la trahison et la violence. Si notre société valorise encore la famille, on constate une tendance vers des relations plus fluides et vers une certaine dévalorisation des attachements exclusifs, souvent au profit de la liberté individuelle. Le mariage traditionnel est souvent critiqué comme une institution dépassée, et les relations ouvertes ou polyamoureuses gagnent en visibilité. De plus, la parentalité est parfois vue comme un choix parmi d'autres, avec une société de plus en plus individualiste qui préfère l'indépendance aux liens familiaux. Point de comparaison numéro 5. Soma, le divertissement et l'aliénation par la consommation. Dans le roman, la population consomme régulièrement du soma, une drogue sans effet secondaire destinée à maintenir une illusion de bonheur sans réflexion. Elle remplace Dieu et les plaisirs tels que l'alcool pour mieux combler les besoins émotionnels sans conséquence. Aujourd'hui, le soma peut se voir dans la consommation de masse des réseaux sociaux, des divertissements en ligne et même de certaines substances conçues pour limiter l'anxiété ou la dépression. Les individus sont parfois encouragés à ignorer les aspects stressants de leur vie en se tournant vers des loisirs sans fin. La culture actuelle de l'évasion et du plaisir à tout prix rappelle étrangement cette société heureuse, sans liberté, où le bonheur est une illusion créée pour éviter toute remise en question. En conclusion, le message d'Aldous Huxley, le danger d'un monde sans émotions. À travers le meilleur des mondes, Huxley met en garde contre une société où les émotions sont considérées comme des menaces. Dans ce monde dystopique, l'amour, la colère, la passion, la jalousie et même la tristesse sont vus comme des dangers pour l'équilibre social. Chaque attachement personnel ou exclusif est réprimé, et l'État va jusqu'à encourager une promiscuité contrôlée pour s'assurer que personne n'éprouve de sentiments trop forts, trop exclusifs. La moindre émotion intense est un risque potentiel, un élément instable qui pourrait fissurer l'ordre social. Dans notre société moderne, bien que nous ayons encore le droit d'aimer et de ressentir, on remarque une tendance à limiter les émotions dérangeantes au nom du confort individuel et de la productivité. Nous évitons souvent d'aborder les conflits, les peines profondes, et on valorise des notions de positivité. Des messages nous encouragent à rester positifs à tout prix, à ignorer les émotions difficiles, parfois en se tournant vers la consommation ou le divertissement pour combler ces vides. Cette obsession de l'équilibre, de l'évitement des sentiments forts, peut nous amener progressivement à une société de surface, où l'on ne se permet plus de ressentir profondément. Huxley nous avertit ici d'un danger bien réel. La stabilité ne doit pas se construire au prix de l'éradication de nos émotions, car les émotions sont le cœur même de notre humanité. Elles nous confrontent aux questions essentielles, aux valeurs qui nous guident et nous rapprochent des autres. Dans le meilleur des mondes, d'Huxley, chaque individu a sacrifié sa capacité à ressentir intensément pour une illusion de bonheur collectif. Le résultat ? Une société certes stable, mais complètement vide de sens, où personne ne vit vraiment. La leçon d'Huxley est finalement limpide. Si nous cherchons à tout contrôler, à bannir nos émotions et nos attachements pour assurer une tranquillité apparente, nous risquons de perdre ce qui fait notre essence. Les émotions, même intenses, même inconfortables, sont nécessaires pour comprendre le monde et trouver notre place en tant qu'individu. Le véritable message que nous livre le meilleur des mondes est un avertissement. Il ne faut pas sacrifier notre humanité pour une utopie de stabilité. En embrassant nos émotions et nos imperfections, nous acceptons notre condition humaine et évitons le piège d'une société où l'harmonie n'est qu'une façade vidée de toute profondeur et de tout sens véritable.
Merci d'avoir écouté cette vidéo, merci d'avoir écouté ce podcast pour ceux qui nous écoutent en podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis pour leur donner envie de lire Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut.